Je pense qu'ils auraient pu aller, si vous voulez, aller un peu plus loin. Quand je vous disais l'hypocrisie règne. L'Union africaine, qui s'est très vite mobilisée concernant la situation en Libye, a présenté une feuille de route qui avait été acceptée par le régime de Tripoli. Vous vous en souvenez, refusée par le CNT, ce qui était normal, puisque le CNT, la rébellion, bénéficie de l'appui militaire, financier, tactique et technique de l'OTAN. Bien. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Vous savez, les Nations Unies ont pris un certain nombre de résolutions, Assemblée Générale ou Conseil de Sécurité. Il fallait dire tout simplement à l'OTAN, il fallait demander à ce moment-là une réunion d'urgence, non pas du Conseil de Sécurité qui est paralysé, mais de l'Assemblée Générale. Pourquoi? Parce que vous avez une déclaration du millénaire qui a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 8 septembre 2000. Je vais vous la lire. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble de la planète. Les chefs d'État et de gouvernement décident de renforcer la coopération entre l'ONU et les organisations régionales conformément aux dispositions du chapitre 8 de la charte. L'OTAN a foulé aux pieds ce vœu. C'est-à-dire que les États membres de la Commission qui ont adopté cette déclaration, qui a été adoptée à l'unanimité, donc par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, eh bien on foulait aux pieds les principes fixés par cette résolution. Mieux, vous avez une déclaration du Conseil de sécurité lui-même sur le renforcement de l'efficacité du rôle joué par le Conseil dans la prévention des conflits, et en particulier en Afrique. Texte important. Ce texte a été adopté le 14 septembre 2005. Et dans ce texte, le Conseil de sécurité a demandé que soit renforcée la coopération et la communication entre l'ONU et les organisations ou accords régionaux, conformément au chapitre 7 de la Charte, en ce qui concerne notamment les initiatives de médiation. C'est très exactement ce qu'avait fait l'Union africaine. C'est très exactement le rôle de l'Union africaine. C'est que Mohamed Kadhafi avait demandé aussi également. Absolument, mais c'est conforme d'abord à la Charte des Nations Unies, à l'intervention des organisations régionales dans le cadre des opérations de maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est conforme aux déclarations des chefs d'État et de gouvernement concernant la coopération, le renforcement de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales, et c'est ce que venait dire d'ailleurs, in fine, cette déclaration adoptée par le Conseil de sécurité le 14 septembre 2005, et qui avait été présentée à l'époque par les 3 pays africains qui étaient membres du Conseil de sécurité, à savoir l'Algérie, le Bénin et la Tanzanie. Les États-Unis, à l'époque, avaient demandé d'être portés comme co-auteurs du projet. Alors c'est quand même extraordinaire. Si vous voulez, on fait des conférences ici, venez les donateurs pour la Libye, le truc, le machin, etc., et le comité Théodule. Bien. Alors que l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, les mêmes qui paradent ici, n'exécutent pas ce qu'ils se sont engagés à faire. C'est quand même extraordinaire, dites-moi. Et vous voulez me parler d'ordre international? Est-ce que votre procédure judiciaire aboutira? Vous savez, pot de fer contre pot de terre. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas céder le terrain. Il ne faut pas céder le terrain. Il faut dire, voilà ce qui se passe. Il faut le dénoncer.
pour que les réformes, qu'il y ait un mouvement qui se mette en place et que les réformes, de véritables réformes, soient instaurées. Parce que si vous laissez tout faire, je peux vous dire que pour les générations à venir, pas dans 10 générations, mais demain, demain, il n'y aura plus d'ordre international. Qui est derrière vous? Le guide est derrière vous? Qui est derrière moi? Non, moi j'ai besoin de personne. Quand j'ai dit le guide, Muammar Kadhafi. Mais non, mais j'ai besoin d'avoir personne derrière moi, je fais ce que j'estime devoir faire. Où est-il? Ah, d'abord, si je le savais, je ne vous dirais pas. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est tout à fait clair. Bien. Non pas parce que je n'ai pas confiance en vous, mais je n'ai pas confiance en ceux qui regarderont, en tous ceux qui regarderont le reportage. Il est en lieu sûr, d'ailleurs. Il est là où il doit se trouver, c'est-à-dire dans son pays. Dans son pays? Dans son pays. Il est là où il doit se trouver dans son pays. Il y a des clans, il y a des familles, il y a des tribus. Dans cette tribu, alors, vous voulez parler? Je ne sais pas où il est dans sa tribu. Je dis simplement qu'un homme d'État responsable ne déserte pas. Donc, il attend vous savez, il y a un mandat d'arrêt contre lui, lancé par la CPI de Moreno et de la communauté internationale, dont 13 membres sont... Oui, mais arrêtez de dire la communauté internationale, je vous en prie. Prenez l'exemple de ce mandat d'arrêt. L'Union africaine, lors du sommet de Malabo, a décidé de ne pas exécuter les décisions de la CPI. Donc permettez-moi de vous dire que c'est la compétence, la légitimité internationale de la Cour pénale internationale qui est en cause. Dès lors qu'une organisation régionale qui regroupe 53 ou 54 pays... Parce que Obiang est contre le... Non, mais c'est pas parce que je ne sais pas qui est pour ou contre, c'est un fait. L'Union africaine a refusé. Premier point. L'Union africaine ayant refusé, dans l'Union africaine, vous avez des États partis au statut de Rome. Donc, il y a 110 pays, on ne peut pas... Bon, ces États partis au statut de Rome, donc, étant tenus par la décision prise par l'Union africaine, n'exécuteront pas les décisions prises par la Cour pénale internationale. Par voie de conséquence, c'est la légitimité, tout simplement, de la Cour pénale internationale qui est en cause. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour toucher du doigt ou montrer le mode de fonctionnement de la Cour pénale internationale. Vous avez noté que la Chambre préliminaire a délivré le mandat d'arrêt, je ne crois pas aux coïncidences de calendrier, le jour où les médiateurs de l'Union africaine se réunissaient à Johannesburg. C'était un défi lancé contre l'Union africaine, c'est tout à fait clair. Concernant l'enquête de ce Moreno Campo, qui n'a jamais mis les pieds en Libye, et dont les agents n'ont pas mis les pieds en Libye. Et vous avez vu sur quoi il repose? Vous avez vu sur quoi reposent ces investigations, des articles de journaux, des déclarations de la Ligue des droits de l'homme libyenne, dont le siège était à Genève, et dont étaient membres, et dont sont toujours membres, 3 membres du CNT. Non mais attendez, vous avez vu ça où, vous? Vous avez vu où, vous, dans le cadre d'une enquête, que l'on vous décerne un mandat d'arrêt sans porter à votre connaissance les charges qui sont retenues? La Cour européenne des droits de l'homme ne l'accepte pas. L'État de droit européen ne l'accepte pas, et on va l'accepter pour la Libye. Au nom de quoi? On va l'accepter pour n'importe quel autre pays d'Afrique. Au nom de quoi? Au nom de quoi va-t-on fouler aux pieds les principes que l'on reconnaît comme étant ceux applicables sur l'espace judiciaire européen? Il ne faut pas se moquer du monde. Et même mieux, je vais vous donner un élément. Vous savez que dans le cadre de l'organisation de la Cour pénale internationale est ainsi fait. C'est-à-dire qu'au moment du déclenchement de l'enquête, vous n'avez pas de mise en cause, donc vous n'avez pas de personne arrêtée. Donc le procureur fait son enquête, en théorie, sans aucun contrôle, sans que cette enquête soit contradictoire. Mais vous avez néanmoins ce qu'on appelle le Bureau de la Défense, qui est un organe interne à la Cour pénale internationale. Ce bureau... J'ai à visiter ce bureau de la Défense. Ce bureau des droits de la défense, qui est dirigé par un excellent juriste, ancien avocat au barreau de Paris, Keïta... Qui est à la fois malien et sénégalais. Voilà. Keïta, qui est un juriste remarquable... Je fais son interview d'ailleurs. Absolument. A déposé un rapport avant que la Chambre préliminaire ne rende sa décision,
en indiquant que le procureur Moreno Campo et ses collaborateurs avaient porté atteinte à la présomption d'innocence. C'est pas moi qui le dis. C'est ce bureau, j'ai le rapport, je le tiendrai à votre disposition. Et il avait demandé, le bureau de la défense avait demandé à la chambre préliminaire, avant de rendre sa décision, que la chambre préliminaire rappelle la présomption d'innocence et rappelle à l'ordre le procureur en lui demandant de s'abstenir de toute déclaration. La chambre préliminaire n'a tenu aucun compte des observations de ce bureau de la défense et avait à l'idée purement et simplement, mais sur ordre, bien entendu, le rapport du Moreno Campo. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il est allé jusqu'à dire qu'il avait la preuve que le régime de Kadhafi avait acheté du Viagra, le donner à ses troupes pour violer les populations. Non, écoutez, ben, je veux bien, bon, qu'on ait mis à la tête de la CPI quelqu'un qui a servi durant 2 années au parquet général de Buenos Aires, le régime des généraux argentins, je veux bien. Tout le monde peut changer d'avis, n'est-ce pas? Et on peut poursuivre effectivement ceux que l'on a commencé par servir. Vous l'accusez de traîner des casseroles derrière lui? Mais non, je l'accuse de rien du tout. Je dis simplement que M. Moreno Campo devrait peut-être, avant de jouer ce qu'il n'est pas, se pencher sur les principes de droit. Parce que la justice, c'est pas un double standard. Alors, on continue toujours avec la justice, on va terminer avec la justice un tout petit peu. Dites-moi, Saïf Islam, qui est le fils de Muammar Kadhafi, a demandé votre aide? Mais non, écoutez, elle n'est pas là. Vous faites bien de parler de Saïf, tiens. Enfin, je vous rappelle, écoutez, il y a aussi propagande. Et vous vous souvenez, plus personne n'en parle. C'est passé aux oubliettes. Durant toute une journée, et toute une journée, hein, toutes les radios, toutes les télévisions du monde, Saïf Islam arrêté. Oui. Moreno Campo, déclaration, il a été arrêté, je me rapproche du CNT pour arrêter les conditions de son transfert à La Haye. Transfèrement. Son transfèrement à La Haye. Le CNT, nous étudions les conditions dans lesquelles vous aviez un bandeau. Écoutez, j'ai vu le bandeau. Vous aviez sur France 24, vous aviez un bandeau. Saïf el-Islam placé en détention. Vous savez que c'est un terme. C'est un sens juridique être placé en détention. Vous êtes placé en détention lorsque vous êtes sous main de justice. Saïf el-Islam placé en détention à l'heure où Saïf el-Islam donnait une interview à Fox News. Tout le monde trouve ça normal. Écoutez, c'est quand même étonnant. C'est de la même eau que la manifestation des Indiens en Inde avec des drapeaux indiens présentant comme étant des manifestants libyens, place verte, acclamant le CNT. Ça me fait passer l'histoire des Ceausescu, ça, non? Des Ceausescu, hein, l'histoire. Ben, c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça. Mais vous savez, l'affaire libyenne, ça va devenir un cas d'école. D'abord, en droit, dans la violation, si vous voulez, du droit international public, la violation de l'ordre international public. Ça va devenir en cas d'école concernant la propagande et la démission des journalistes occidentaux. Parce que les journalistes occidentaux suffit. Hein. Alors suffit qu'ils ne viennent plus nous parler de démocratie et de libre opinion. Hein. Pour moi, ils se sont définitivement déconsidérés. D'ailleurs, ça me fait plaisir d'être en face de vous, car, à titre personnel, j'ai décidé de ne pas donner d'interview aux médias français. Parce que je ne vais pas légitimer des actions de propagande, vous en doutez bien. Je vous laisse tout à fait clair. Moi, je n'ai pas grande difficulté à les boycotter puisqu'ils me boycottent. Voilà. Donc, ils ne m'ont jamais demandé une interview, ils n'ont jamais même demandé mon sentiment, sauf lorsque j'avais rencontré un journaliste d'Europe 1 à Tripoli. Je crois que c'est la seule occasion.